Vous avez déjà dû remarquer que dans Hunter x Hunter, Gon n'est pas le seul personnage principal. Et même plus que ça, l'histoire n'a pas besoin de lui pour avancer. Dans cet univers, chaque personnage, qu'il soit allié, ennemi ou une simple ombre dans la foule, fait bouger le monde à son échelle. Parce qu'ici, Togashi ne se sert pas de ses personnages pour justifier l'aventure, c'est même plutôt l'inverse. L'histoire est un prétexte pour montrer comment un individu progresse, stagne ou s'effondre. Et c'est là qu'on comprend quelque chose de fondamental, le monde d'Hunter x Hunter fonctionne exactement comme le nôtre. Et au cœur de tout ça, il y a le Nen. Ce n'est pas juste un système de pouvoir. Togashi l'utilise comme une métaphore très précise de la discipline, du talent, des limites, des sacrifices et de la connaissance de soi. Le Nen, on peut le voir un peu comme un modèle d'excellence, il peut élever ou détruire quelqu'un. Et pour voir ce que l'auteur cherche vraiment à nous dire sur la psychologie humaine, il va falloir se replonger au cœur de son univers. En commençant par rappeler l'un des principes de base du Nen, qui permet de découvrir dans laquelle des 6 catégories un individu appartient, en se basant sur le fameux test de personnalité d'Hisoka. Donc tout d'abord, on a les personnes du renforcement, des gens plutôt simples, déterminés et assez directs, comme Gon. Ensuite, on a ceux de la transformation, plutôt fantasques, imprévisibles, un peu capricieux. Ceux de l'émission sont des gens impatients, nerveux et impulsifs. Ceux de la matérialisation sont sérieux, stoïques et tendent à l'anxiété. Ceux de la manipulation sont plutôt logiques, argumentatifs et aiment contrôler. Et ceux de la spécialisation sont indépendants, charismatiques et ont une vision très à part. Mais voilà, même Hisoka précise que ce test n'est pas fiable à 100%, et en fait on le constate assez facilement, chaque catégorie a ses exceptions, et chaque personne déborde parfois de sa case. C'est d'ailleurs en 2022, durant une exposition, que Togashi révèle des informations complètement folles via des documents officiels sur le Nen, qui changent pas mal de choses. On y découvre que certains personnages ne sont pas dans les catégories qu'on pensait, d'autres sont entre deux catégories, une nuance jamais confirmée avant, et que la personnalité évolue, donc la catégorie peut évoluer aussi. Ce système qui était très binaire devient ainsi beaucoup plus nuancé et montre que Togashi accorde beaucoup d'importance à faire évoluer ses personnages comme on le fait dans la vie, et c'est plutôt logique, on change au contact des autres. Killua en est la meilleure preuve, au début il correspond parfaitement à un utilisateur de la transformation, capricieux, instable, très intelligent mais paralysé par l'analyse et constamment en fuite dès que le danger approche. Tout le contraire d'un utilisateur du renforcement comme Gon, qui fonce sans vraiment réfléchir. La discussion avec Biscuit pendant l'arc des fourmilières éclaire complètement cet écart. Elle lui explique lors de leur entraînement « Tu fuis quand tu penses que la menace est à ton niveau ou supérieur ». Et c'est exactement ce que Gon ne ferait jamais. Lorsque Kaito perd son bras et qu'il doit affronter Pitou, qui venait de leur montrer le gouffre de puissance qui les sépare, Gon, qui était prêt à l'affronter et à mourir, est immédiatement assommé par Killua qui s'enfuit avec lui. Soulignant bien la différence entre les deux catégories, et ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément une meilleure ou une moins bonne façon d'agir, et quand Killua finit par se libérer de l'emprise d'Illumi, mais tout change. Il commence à avancer, à agir comme le ferait un utilisateur du renforcement, tout en gardant ses traits d'utilisateur de la transformation. Sa catégorie de Nen suit finalement sa psychologie. On a ensuite un point intéressant à traiter sur les utilisateurs de la manipulation. Charnak correspond parfaitement aux caractéristiques décrites par Hisoka. Il manipule, mais reste stable. Il met toujours des distances avec les actions qu'il entreprend. Si maintenant je vous parle d'Illumi, lui aussi est de la manipulation, pourtant vous remarquez direct qu'on n'est pas du tout sur les mêmes fonctionnements. Il est toxique et contrôle tout le monde car il est incapable de se contrôler lui-même. Son haine est le reflet de ses faiblesses familiales et de son besoin exacerbé de contrôle. Comprendre les autres c'est essentiel, mais régler ses problèmes en interne l'est tout autant. Et ça dévoile une réalité importante, se comprendre soi-même est aussi importante que comprendre les autres. À ce stade, le message de Togashi devient assez limpide. Pour progresser dans la vie, que ce soit en art, en sport, en amour ou dans nos projets, on doit respecter la base de la philosophie de Socrate, connais-toi toi-même. Tu l'as sûrement déjà vécu, alors tu connais quelqu'un qui a vécu ce genre de choses, une rupture amoureuse, un échec, un arrêt brutal dans ta vie, et quelqu'un qui dit genre « j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même là ». Et c'est finalement une bonne chose, savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut et ce qu'on vaut vraiment, c'est la première étape pour avancer. Et sans même chercher l'excellence, avoir une ou plusieurs passions et bien les comprendre, c'est le minimum pour être heureux et s'épanouir dans la vie. Ça rejoint bien le courant de pensée de Spinoza. Comme un tigre, je vous mets ce classique de Kenny Ackerman pour vous illustrer cette pensée. 夢、子供、力、みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。 Et ce principe, Togashi l'exploite pleinement. Chaque personne suit cette logique. Killua, au début de l'œuvre, est comme une coquille vide. Il ne veut pas du destin d'assassin imposé par sa famille et finit par suivre Gon qu'il qualifie plusieurs fois comme sa lumière. On sent bien l'évolution du personnage au fil de l'aventure, au contact de notre protagoniste. Et dans Hunter x Hunter, tout le monde peut éveiller le Nen, mais en pratique, seuls quelques élus y parviennent,
Comme dans la vraie vie, tout le monde peut courir, dessiner, créer, mais seuls ceux qui s'y consacrent vraiment atteignent un niveau d'élite. Car le nen te pousse à utiliser tes affinités, exploiter tes forces et comprendre tes limites. Biscuit insiste d'ailleurs sur un point crucial, pour maîtriser parfaitement ta catégorie, tu dois aussi travailler les autres. Sinon tu deviens rigide, inefficace et assez limité. C'est la métaphore parfaite de n'importe quelle passion, et ça montre que c'est aussi important d'être curieux et qu'on peut s'épanouir sans se limiter à un unique domaine d'expertise, bien que ça a ses avantages. Et se limiter, ça reste un principe fondamental du nen avec les pactes et les sacrifices. Parce qu'en réalité, progresser, c'est renoncer. Dans la vraie vie, devenir excellent demande du temps, de l'énergie, de l'argent, parfois ta vie sociale et plein d'autres choses. Dans Hunter x Hunter, Togashi rend ce principe visible grâce à la fiction. Komugi en est un bon exemple. On apprend grâce au tableau qu'elle est du renforcement, génie absolu du Gungi. Elle est également qualifiée par l'auteur de génie en tant qu'utilisatrice de nen. Et pourtant, elle n'a aucune idée qu'elle l'utilise. C'est comme si elle avait placé des restrictions inconsciemment pour atteindre le meilleur niveau qui soit. Elle a tout investi dans ce seul domaine, au point d'en devenir incomparable. Elle s'est spécialisée et a réussi à vaincre sans cesse le roi, jusqu'alors dépeint comme un être absolu qui peut atteindre l'excellence dans un domaine bien plus rapidement que n'importe quel autre être humain. Elle est l'exemple du coup pour exceller dans un seul domaine. Et le nen te révèle ce fait, tout pouvoir a un prix, et plus ton objectif est ambitieux, plus ce prix devient démesuré. Je sais que quand on parle de pack de nen, on pense plutôt à Gon, fin de l'arc des fourmis chimères, Kurapika et ses chaînes, ou encore Kuro et son livre complètement broken. Ils incarnent 3 chemins possibles, 3 façons de transformer un objectif en sacrifice. Et on va commencer par Gon, l'exemple parfait du manque de contrôle de ses émotions. Poussé par la haine et la culpabilité, il a consumé entièrement son être pour mener à bien sa vengeance. Il obtient un power-up, certes, mais sacrifie toute son humanité, car chaque conséquence a un prix et chaque choix a des conséquences. Passons au cas de Kuroro. Sa capacité de nen Skill Hunter est l'une des plus complexes du manga, car pour tirer le plein potentiel de ses pouvoirs, il s'est imposé une infrastructure de contraintes. Je me demandais parfois pourquoi j'aimais tant cet aspect-là du personnage, et je pense que c'est parce qu'il représente un concept qui me parle. Le talent sans cadre ne suffit pas. C'est la structure qui permet d'exploiter pleinement un potentiel. Kuroro, il représente un peu l'antithèse d'une idée qui m'a toujours un petit peu agacé. Vous savez, les gens qui disent « Ah mais t'as un don toi, c'est pour ça que tu réussis ». Dans la vraie vie, on croit souvent que la liberté ça rend créatif, le talent suffit à garantir le succès, mais en vrai c'est faux. Les études en psychologie cognitive montrent totalement l'inverse. Les contraintes boostent la créativité, les limites créent la discipline, les règles stabilisent l'action, les rituels augmentent la volonté, la restriction augmente la valeur, le cadre permet le contrôle de soi. Et Kuroro, ça incarne parfaitement ça. Un personnage qui montre que le génie n'existe que s'il se structure. Un sportif sans plan, sans coach ou sans club, il finit par stagner ou se blesser. Un artiste sans deadline n'avance pas, un entrepreneur sans rythme finit par s'épuiser, et un étudiant sans méthode se perd. Kuroro agit un peu comme un architecte qui construit sa propre force. On pourrait pousser l'analyse plus loin en montrant les failles du personnage, et notamment ce paradoxe avec le fait qu'il est contraint par ses contraintes, et pour ça je devrais aussi parler des récents chapitres du manga, et ce serait bien trop long. A la place, on va plutôt s'occuper du cas de celui qui chasse la brigade, je parle évidemment de Kurapika. Togashi l'illustre et met au premier plan durant l'arc Kyorshin City, et nous montre que construire toute sa vie sur un seul but, c'est se condamner soi-même. Il devient peut-être monstrueusement puissant grâce à ses restrictions, mais ses pactes ne sont pas de la force pure, ce sont des chaînes qui s'est mises au cou. Son haine en est la métaphore directe, il ne vit plus pour lui, il vit contre la brigade fantôme. Et c'est ça qui le détruit. Pendant l'arc, il y a un moment où il pense que la brigade est morte, et il ressent pas de soulagement. Il s'effondre intérieurement, et pourquoi tout simplement parce que son unique raison d'exister disparaît d'un coup. Kurapika il découvre qu'il a aucune direction, aucun autre pilier, rien d'autre pour le tenir debout. Et si ton identité repose sur un seul objectif, une seule personne, une seule obsession, alors ta vie ne t'appartient plus. Et dans la réalité c'est pareil, si tu mets toute ton énergie dans une seule direction, ta carrière, ton couple, ton diplôme, ton rêve, tu prends le risque que si ça s'effondre, tu t'effondres aussi avec. Et la leçon que Kurapika n'a jamais comprise, mais que Biscuit répète à Gon et Killua, c'est qu'il faut développer d'autres affinités, d'autres compétences, d'autres axes, parce que la vraie maîtrise, elle vient pas de l'obsession, mais de l'équilibre. Kurapika, lui, pendant l'arc, s'est un peu mis dans un effet tunnel, et il a investi 100% de sa vie dans ce seul pilier, et résultat, quand ça s'est écroulé, il est resté plus rien pour le soutenir. Et je précise bien que c'est pendant l'arc Kyorshin City parce que, après la fin de l'anime, donc dans le manga, on découvre un nouveau développement du personnage de Kurapika qui est très intéressant. Et on va terminer avec l'être qui transcende l'excellence, qui atteint la catégorie ultime de nen, quasiment dès la naissance. Je parle évidemment de Meruem. Pendant des années, tout le monde s'est dit que Meruem il faisait partie de la catégorie de la spécialisation, sauf que dans le tableau de Togashi, Meruem il appartient à l'émission.
Et quand tu comprends le personnage, ça a beaucoup plus de sens qu'on ne le pensait, et c'est intéressant de voir cette nouvelle perspective. Donc déjà, on va se poser la question de pourquoi on pensait qu'il était de la spécialisation. Si on traîne un peu sur Reddit, on voyait plusieurs arguments revenir. Il défie la logique du naine. Il apprend tout en quelques secondes, il peut copier l'aura, dévorer les capacités. Bref, il donne vraiment l'impression d'être un bug dans la matrice. Mais justement, cette capacité, elle n'est pas vraiment semblable à celle de Kuroro qui lui est de la spécialisation, parce que c'est pas vraiment un vol. Meruem, il assimile plutôt et développe à partir des autres, comme lorsqu'il absorbe à la fin de l'arc Pufu et Youpi. Dans le lore d'Hunter x Hunter, c'est littéralement la créature la plus parfaite, et justement on confond souvent être unique avec être de la spécialisation. Quand on se penche un peu plus sur son évolution morale, elle fait penser à des spécialistes, il observe, il comprend, il s'adapte, et il change profondément, et beaucoup ont assimilé ça à la spécialisation alors que ça n'a pas grand chose à voir. Et donc pourquoi Togashi le place clairement dans l'émission ? Parce que la catégorie n'indique pas la puissance, mais la tendance mentale est fondamentale. Les émetteurs sont directs, impatients, centrés sur l'action, ils n'aiment pas perdre de temps et ne réfléchissent pas en finesse. Et en fait, on se rend assez vite compte que Meruem, dès sa naissance, il est exactement comme ça. Brutal, très tranchant, sans nuance et déterminé à imposer sa vision du monde, totalement focalisé sur sa domination immédiate. Même sa façon de parler est celle d'un utilisateur de l'émission. Autoritaire, concise et verticale. Son aura elle-même est d'une intensité brute, presque agressive dans la manière dont elle pousse vers l'extérieur, typique de l'émission. On peut aussi rajouter que s'il était de la spécialisation, il ne pourrait pas avoir autant d'affinité avec le renforcement. Or, on le remarque dès son introduction, le roi est d'une puissance brute écrasante, et pour ce qui est de sa technique photon, elle correspond bien aux caractéristiques de l'émission, car chaque photon est une projection du N de Meruem, donc a pour capacité d'analyser l'environnement. On pouvait penser qu'il était de la spécialisation parce que les personnages qui font partie de cette catégorie sont intelligents et capables de s'adapter très vite, chose que Meruem sait faire. Pour autant, la spécialisation, c'est pas simplement être intelligent et savoir évoluer, en fait c'est posséder une structure mentale qui est hors norme, un rapport au monde atypique et un naine qui entre dans aucune autre catégorie. Meruem, il n'a rien d'hors norme psychologiquement à la naissance. Il est simplement le produit mathématique d'un être biologiquement parfait. Meruem au début est simple dans sa brutalité, simple dans son rapport au pouvoir, simple dans son absence d'empathie. C'est la définition même d'un utilisateur de l'émission. Et c'est là que Togashi est brillant, car Meruem commence comme l'incarnation absolue de l'émission, le pouvoir pur, la volonté d'imposer sa vision, l'action brute, puis petit à petit il développe ce qu'il n'avait pas, une réflexion, une empathie, une remise en question, de la curiosité, une sensibilité par rapport au jeu. Il devient ce que les spécialistes ont souvent dès le départ, un être qui se construit, qui se détache des règles préétablies, qui redéfinit sa propre nature. Mais la nuance est cruciale, Meruem ne naît pas spécial, il le devient. Et en termes de développement personnel, c'est peut-être la plus belle leçon du manga. Le naine te donne une direction de base, mais pas un destin. Meruem prouve que même s'il est issu de l'émission, et la catégorie entre guillemets la plus simple psychologiquement, lui aussi peut devenir un être moralement complexe. Et c'est ça, c'est exactement la philosophie de Togashi sur l'évolution. Personne n'est prisonnier de sa catégorie, tout le monde est capable de changer et d'évoluer. Si on prend du recul sur tout ce qu'on vient de décortiquer, Hunter x Hunter ne se contente pas d'être un shonen brillant, c'est un manuel déguisé qui dépeint comment on grandit, comment on progresse, et comment on évite de s'écrouler. Togashi te montre que tu nais avec une nature, ton type de naine entre guillemets, tes facilités, tes faiblesses, ton tempérament. Mais il te montre aussi que cette nature, elle te définit pas. Et celui qui résume le mieux cette réalité, ironiquement, c'est Meruem. Tout le monde pensait qu'il serait un spécialiste, une anomalie, un être au-dessus. Eh non, Togashi le classe dans l'émission. Un type simple, impulsif, souvent colérique. Et pourtant, à force d'expérience, de confrontation, de compréhension, il devient quelque chose d'autre. Il dépasse sa nature, il dépasse sa catégorie, il dépasse ce pourquoi il a été créé. Et pas parce qu'il était destiné à être exceptionnel, mais parce qu'il a appris, parce qu'il a changé, parce qu'il a trouvé un sens. Au final, c'est ça, l'enseignement d'Hunter x Hunter, un récit profondément humain, parfaitement résumé par la dualité Gon-Meruem. L'humain devient monstre, et le monstre devient humain. On ne choisit pas d'où on part, mais on choisit jusqu'où on va. Parce que quoi qu'il arrive, comme Meruem, tu peux décider de mourir meilleur que ce que tu étais en naissant, car atteindre l'excellence, ce n'est pas être né spécial, c'est être capable de profondément évoluer. Oyasuminasai, Meruem.